Bonjour, très chers téléspectateurs et internautes. Nous sommes très heureux de pouvoir vous revoir encore. Nous sommes cette émission que vous aimez beaucoup, Congo aujourd'hui, le Congo aujourd'hui. Cette émission qui est proposée par Kamoto Centre, un think tank congolais basé ici en Angleterre. Nous avions proposé une première émission qui a eu beaucoup de succès et donc nous sommes là pour cette deuxième émission. Nous avons avec nous sur le plateau les responsables des Kamoto Centre qui vont animer cette émission ce soir. Je suis le pasteur Jules Maëlle Tangata, votre serviteur et le présentateur de cette émission Congo aujourd'hui. Nous voulons aussi vous dire que Congo aujourd'hui bénéficie de l'appui technique de la maison Soteria Media et aussi de soutien technique d'éditing du pasteur José Chitoko. Nous voulons aussi remercier la télévision Antenne A qui nous diffuse à partir de Kinshasa. Notre émission, Le Congo aujourd'hui, est une émission qui décortique le passé et le présent afin de pouvoir proposer de solutions pour construire un pays meilleur au centre de l'Afrique, au cœur même de l'Afrique, et ce pays est la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui nous avons un débat très important, très intéressant, parce que nous voulons parler d'un sujet qui suscite encore beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt et des débats dans la communauté auprès de Congolais qui sont au pays, mais aussi de Congolais qui sont ici à l'étranger. Nous voulons parler de l'impact de ces années de M. Mobutu Sese Seko sur la politique actuelle de la RDC. Donc, nous voulons parler, n'est-ce pas, de l'influence que la politique de M. Mobutu Sese Seko a sur le déroulement des choses dans notre pays actuellement. Et cette émission a trois parties. Nous allons d'abord parler de l'avènement du président et maréchal Mobutu à la magistrature suprême. Nous parlerons aussi justement du cœur même de ces débats, l'impact des années Mobutu sur la pratique de la politique dans la RDC d'aujourd'hui. Et enfin, dans la conclusion, nous parlerons de voies de sortie de cette crise sociopolitique que connaît notre pays. Je crois que nous savons tous que le Congo traverse depuis plusieurs années maintenant de périodes très sombres, très tristes de son histoire. La crise économique, mais surtout aussi l'impasse politique devenue nature de vie de la nation. Et au-delà de cela s'ajoutent des situations faites de foyers de violence, des affrontements divers, le massacre, les déplacements massifs de population. Et nous avons beaucoup de groupes tels que les Banamura, les Bakata Katanga, les Kuluna, les adeptes des Kamwena, sont pour les BDK. Toutes ces choses-là s'ajoutent encore au conflit que nous avons à l'est du pays. Et tout ça, ça signifie beaucoup de sang en train de couler. Et donc, nous ne voulons pas disculper les autorités qui dirigent le Congo actuellement dans leur responsabilité de la situation, mais nous voulons juste montrer le lien qui existe entre la gestion de Mobutu et la situation politique que nous connaissons aujourd'hui. Alors, dans notre première partie, je voudrais poser la première question au Dr Florent, et en vous posant votre première question, je voudrais que vous puissiez saluer ceux qui nous suivent, aussi vous introduire rapidement. Mais la question est celle-ci: pourquoi, Dr Florent, pour nous pouvons encore parler de Mobutu aujourd'hui, alors que le Congo est dirigé depuis plus de 20 ans maintenant par les Kabila? Merci beaucoup Gilles, merci beaucoup Pasteur José. Je tiens à remercier aussi les gens qui nous suivent présentement, ceux qui nous suivent pendant la nuit, bonsoir, ceux qui vont nous suivre pendant la journée, bonne journée. Je remercie ces cadres, je remercie Norbert d'être venu à cette émission. Voilà, d'abord pourquoi Mobutu? Le professeur Mvemba Dizolele des États-Unis, professeur à Johns Hopkins University, avait un jour publié un article sur ce que Mobutu a fait de mieux. Il a dit que Mobutu avait fait beaucoup de choses de bien, mais que les crises en crise que le pays traverse aujourd'hui devaient être directement mis dans le dos de Kabila. J'ai répondu à cet article, nous avons eu d'abord une petite discussion, lui et moi.
Moi, je dis non, 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 non. C'est vrai que la crise actuelle est vraiment à être mise dans le dos des gens qui dirigent le pays. Mais il y a des causes lointaines qui expliquent la situation chaotique que nous traversons. Et Mobutu a aussi un très grand rôle à jouer. Bon, alors voilà. Voilà pourquoi nous devons parler de Mobutu aujourd'hui. Et puis deuxièmement, nous savons l'adage de ces sages japonais qui a dit un jour que si tu veux conquérir un pays ou dominer un pays, ça ne sert à rien de lui livrer une guerre. Il faudrait priver ce pays de l'éducation, il faudrait aider à ce qu'il y ait une corruption dans ce pays. Revenez 20 ans plus tard, vous allez facilement conquérir le pays parce qu'il sera à ce moment-là dirigé par des gens qui sont des ignorants et des gens qui sont des voleurs. Je ne dis pas par là que tous les gens qui dirigent le Congo aujourd'hui sont des ignorants et des voleurs, mais nous savons l'impact de l'éducation dans la situation actuelle qui traverse le pays. Voilà. Norbert, ça fait quand même plus de 20 ans que Mobutu est parti. Et à l'époque, les gens se disaient, il suffit que Mobutu parte pour que tout s'arrange dans le pays. Mais pourquoi aujourd'hui nous revenons encore sur Mobutu? Oui, d'abord il faut dire, vous voyez, lorsqu'on fait l'approche historique, il y a deux grandes approches qu'on fait lorsqu'on veut parler de l'histoire. Et si on rentre chez les Grecs, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que les Grecs disent que l'histoire ressemble à l'eau de la rivière, où on ne peut se laver qu'une seule fois. C'est-à-dire que les faits historiques passent et ne reviennent pas. Mais les mêmes Grecs disent aussi que l'histoire est cyclique. Et c'est comme ça que les Romains vont dire que ni nouille sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, et c'est là où il faut placer l'homme contemporain. Le rôle de l'homme contemporain, c'est justement, tout en sachant que l'histoire est parfois cyclique, comment faire pour que l'histoire ne se répète pas. Malheureusement, l'histoire se répète toujours, même par ces personnages. Rappelez-vous, on a eu la Première Guerre mondiale en 1914-18, on a créé la Société des Nations pour qu'on ne puisse plus avoir la guerre. 20 ans après, on est retombé sur une deuxième guerre mondiale qui était plus atroce que la première. La deuxième chose, les gens qui lisent la Bible, il y a l'exemple dans la Bible où les Juifs étaient en train d'attendre le Messie. Et la parole de Dieu dit, avant que le Messie ne revienne, il faut qu'Élie puisse revenir. Et les Juifs étaient là en train de regarder, et il dit même qu'Élie va revenir comme il était monté au ciel. Donc le Juif était là en train d'attendre, de regarder le ciel en pensant qu'Élie va revenir sous un autre char. Mais quand Jésus est arrivé en disant qu'il était le Messie, on lui dit, mais oui, si tu es le Messie, mais où est Élie? Et Jésus a dit, mais Élie, si vous voulez me croire, c'est Jean-Baptiste. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle une certaine coopération spirituelle entre les personnages historiques contemporains et les personnages historiques passés. Et donc c'est important à un certain moment de revenir sur l'histoire parce qu'on a parfois des personnages qui arrivent dans la figure des personnages historiques. Soit qu'ils font les mêmes erreurs, ou soit qu'ils viennent les corriger. Regardez un peu l'histoire de l'Afrique aujourd'hui. On a le retour des pères des indépendances. On a tous les Lumumba qui sont en politique. On a au Kenya, c'est Uhuru Kenyatta qui est le fils de Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance. On a au Togo, c'est le fils Eyadema. On a au Gabon, le fils Bongo. Et même chez nous, prenez les noms. Quand vous entendez des noms tels que les Kamitatu, les Lumbala, toutes ces personnes-là ont eu leurs pères qui ont été des politiciens de l'indépendance chez nous. Donc ça donne l'impression que l'histoire est en train de revenir. Donc, alors, parce que l'histoire revient, il est important de questionner l'histoire. Et pour mieux le faire, vous savez, Lumumba, c'est lui pour qui j'ai écrit le livre, l'autre Lumumba a dit dans sa dernière lettre à Pauline que l'Afrique doit écrire un jour sa propre histoire. Or, après 20 ans de Mobutu, l'histoire de Mobutu venait d'être écrite par un Français. C'est un Français qui vient de publier la première biographie de Mobutu, Jean-Pierre Langelier, Mobutu. Alors que, normalement, c'est nous-mêmes qui devrions publier ça. Parce que lorsque l'étranger parle de nous ou parle de notre histoire, je reviens sur ce que dit Dr Florent souvent, quand l'étranger décrit le Congo,
l'étranger aime beaucoup ce que Dr Florent appelle les photographies de pornographie de misère. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous montre les photos où ça ne va pas. Alors que le Congo, il n'y a pas que les gens qui meurent à l'est ou à l'ouest, mais il y a aussi les gens. Donc aujourd'hui, pour revenir à Mobutu, sachez que le pouvoir politique est géré par les politiciens. Mais lorsque, dans un système politique, les politiciens échouent, ce sont les hommes armés, les militaires qui prennent la relève. Et je crois que là, ça va être la suite de la question que je vous posais tout à l'heure. Mais je me rends compte que vous mettez tous d'accord que la politique de Mobutu a une influence sur le comportement politique actuel. Oui. Et donc le débat commence à partir de là. Oui. Alors je me tourne vers vous, Norbert Mbou, et là je voudrais que vous puissiez parler en tant qu'historien. Lumumba est assassiné au Katanga. Alors, essayez un peu de nous peindre le tableau dans lequel Mobutu entre en scène. Quelles sont les péripéties qui précèdent l'avènement de Mobutu à la tête du Congo? Le 24 novembre 1965 n'est pas tombé du ciel. Il y a eu effectivement des événements qui ont précédé. Et ces événements qui ont précédé, comme je l'ai dit, ce sont des politiciens. Donc lorsque les politiciens n'arrivent pas à bien gérer la chose publique, c'est comme s'ils ouvrent la porte aux militaires. Et lorsque les militaires n'arrivent pas à bien gérer la chose publique, ils ouvrent la voie à la rue. Okay. Donc c'est ce cyclique-là. Et quand la rue est fatiguée, ce sont les hommes politiques qui reviennent prendre la chose. Donc, nous, c'est la même chose. Rappelez-vous, la fois passée, lorsque nous avons parlé de l'indépendance, nous avons dit que le fait détonateur de l'indépendance était le 4 janvier avec le meeting avorté de la BACO qui a créé tout ce que ça a créé. C'est l'élément accélérateur. Et ça avait créé au Congo l'avènement des politiciens. Donc les politiciens vont se retrouver à la table ronde de Bruxelles pour décider politiquement de l'indépendance. Alors, quand on va avoir l'indépendance est gérée par les politiciens. Malheureusement, les politiciens qui viennent nous gérer l'indépendance n'en avaient pas la maîtrise. L'indépendance était un habit sur mesure. Comme le dit Thomas Kanza, il dit, pouvez-vous vous imaginer qu'on puisse avoir comme ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts à l'indépendance Pierre Moulele, qui n'avait fait que 4 ans de poste primaire, qui devait gérer l'Ouvagnon, une des plus grandes universités catholiques d'Afrique noire. Donc, les personnalités qui ont géré l'indépendance, les personnalités politiques, n'en avaient pas la maîtrise. Thomas Kanza dit encore, lorsqu'il va accompagner Boli Kango à Paris en 1959, ils vont au Palais Bourbon, dans le Parlement français. Ils vont voir les Amani Diori, les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Sékou Touré, qui étaient déjà membres du Parlement français. Ouais. Donc vous comprenez que quand on a les indépendances en 1960, certains avaient déjà pris de l'avance par rapport à nous autres. Alors, le fait que nos politiciens ne savaient pas comment gérer politiquement le pays a fait que Mobutu, il a eu un vide. Et ce vide-là, Mobutu l'a pris. Comment ça? D'abord, 3 jours après l'indépendance, on a eu la mutinerie de la force publique, avec le général Janssens qui a dit avant l'indépendance, après l'indépendance. On s'est retrouvé dans une armée où on n'avait plus de gradés. Et qu'est-ce que le premier ministre Lumumba a fait? Il a regardé derrière lui son secrétaire, parce que Mobutu était secrétaire d'État à la présidence dans le gouvernement Lumumba. Mais c'était un démobilisé de la force publique. Donc, il prend Mobutu, il le bombarde du sergent qu'il était démobilisé, il était devenu colonel. Et comme si l'histoire se répétait, là, Fidel, quand il arrive, il commet la même bêtise. Il fait parachuter des gens de néant pour devenir des colonels, pour devenir des généraux. Je ne sais pas si la chose a fini aujourd'hui. Donc, Mobutu est sorti il a sauté. Il n'a jamais été capitaine, il n'a jamais été lieutenant, il est devenu immédiatement un colonel. Donc, maintenant, lui qui devient colonel, les politiciens vont s'embrouiller pendant 2 mois. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, on va avoir la sécession katangaise, on va avoir la sécession du Sud Kasaï. Et le 5 septembre, le président Kassavou va démettre le Premier ministre, alors qu'il n'en avait pas droit.
Donc, le Premier ministre passe à la radio 3 fois de suite en une nuit, il démet le chef d'État. Le vide du pouvoir fait que le jeune Mobutu, colonel, se dit, bon, il faut faire quelque chose. Il avance, il fait un premier coup d'État le 14 septembre, il dit, il neutralise le chef d'État et le gouvernement, il met en place le collège de commissaires généraux. Encore une erreur. Parce que les commissaires généraux... À cette époque, Mobutu était à la tête de l'armée congolaise. Il n'était même pas à la tête de l'armée parce qu'il était le numéro 2. Parce que le numéro 1 dans l'armée, c'était le général Lundula. Voilà. Qui était le commandant en chef de l'armée. Voilà. Donc Mobutu était le chef d'état-major. Mais comme le général Lundula avait été arrêté à Châteauvieux, le temps pour lui qu'il arrive à Léopoldville, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Paul Maurice, qui lui aussi était dans la force publique, il a pris le commandement de l'armée. Il s'est nommé général. Donc comprenez-vous. Donc on se retrouve dans une situation où les gens se nomment des généraux et vous allez voir certaines photos où Paul se met avant Mobutu. Donc ça crée déjà une frustration. Donc maintenant, on va vivre le premier coup d'État du 14 septembre avec le commissaire généraux. Mais les commissaires généraux, c'est encore un gouvernement, non-gouvernement. On a pris les étudiants, ceux qui avaient terminé et ceux qui n'avaient pas terminé, pour gérer le pays sans une feuille de route. Donc les gens se sont retrouvés comme ça sans savoir ce qu'ils devaient faire. Donc, ce désordre-là va continuer jusqu'à l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Mais l'assassinat du Premier ministre Lumumba ne va pas résoudre le problème. Parce que on va continuer avec la sécession du sud de Kasaï, avec Albert Kalonji, et la sécession surtout du Katanga avec Moïse Tshombe. Donc maintenant, pour mettre fin à la sécession, l'armée demande, force à ce que les politiciens puissent se retrouver. Et ça c'est important parce que nous allons voir que chaque fois que les politiciens ne peuvent pas se retrouver, l'armée ou la rue, comme je l'ai dit, reprend les choses en main. Donc on va d'abord avoir une conférence à Antananarivo qui a avorté. On va avoir une conférence à Kokilatville, Mbandaka actuellement, qui a accouché d'une souris. L'armée va forcer à ce qu'on puisse avoir ce qu'on appelait le conclave de Lovanium à l'université en 1961. Donc, pourquoi on appelle ça le conclave de Lovanium? C'est qu'on a décidé à ce que tous les politiciens seront enfermés à l'université de Lovanium sans sortie. Il n'y a ni entrée ni sortie. Ils n'ont ni argent, ni perdière, ni femme. Ils ne sortiront de là que lorsqu'ils sortiront avec un accord politique. Pourquoi c'est arrivé? C'est parce que le président Kasavubu a commis aussi une bêtise avant. Il a mis le Parlement et le Sénat en congé. Donc, on se retrouve à Lovanium, les politiciens vont s'entendre, ils vont sortir de Lovanium avec la réunification de l'armée. Le général Lundula, qui entre-temps, avec l'assassinat de Patrice Lumumba, était allé rejoindre les Lumumbistes à Stanleyville avec Gizenga, est venu, il a fait alliance maintenant avec ceux qui sont restés de l'autre côté de Léopoldville. Les politiciens ont maintenant accouché d'un gouvernement, le gouvernement Cyril Adoula, avec Gizenga qui devient le vice-premier ministre. Donc, il y a maintenant un semblant politique qui reprend. Mais n'oubliez pas que les politiciens n'ont jamais résolu leurs problèmes. Donc, les Lumumbistes qui ont accepté de participer au gouvernement Adoula vont après quitter le gouvernement Adoula pour aller former le CNL à Brazzaville. Ils rentrent encore à Stanleyville, cette fois-ci non plus avec Gizenga, qui a été arrêté, parce que l'erreur que les gens qui sont à Léopoldville commettent, c'est que Gizenga qui arrive à Léopoldville, on l'arrête, on l'envoie à l'île de Boulambemba. Donc, ces partisans se sont sentis frustrés, ils sont retournés à Stanleyville sous la direction de Christophe Mbegny pour créer la République orientale. Maintenant, le chaos, on revient encore sur le chaos. Alors, le chef d'État, Kasavubu, décide qu'à cause de ce chaos, il faut que les politiciens se retrouvent encore. Donc, on va avoir la constitution de Luluabourg. Voilà. La constitution de Luluabourg va commettre la même bêtise que la constitution la position qu'on a actuellement. Elle va diviser le pays en 22 provinces. En fait, c'est divisé pour bien régner. C'est-à-dire qu'on n'a plus un leader central qui centralise tout. Les leaders commencent à aller se battre dans leurs petits coins. Comme ça donne le temps au président Kasavubu de gérer seul Léopoldville. Mais ça ne peut pas marcher parce que les Lumumbistes vont commencer la guerre à partir de Stanleyville. Et
on ne pouvait pas, le gouvernement de Léopoldville, avec le jeune Mobutu qui avait pris beaucoup de mercenaires, ne pouvait pas en venir pour terminer l'histoire des Lumumbistes. Entre-temps, on a mis fin aux sécessions parce qu'un autre élément, comme actuellement, il y a la présence des Nations Unies, de l'ONU en ce moment-là. Actuellement, nous avons la MONUSCO, mais à ce moment, il y avait l'ONU qui avait été appelé par le Premier ministre Lumumba. Donc, les Lumumbistes se sont sentis frustrés pour quelqu'un. L'ONU qui est arrivé avec la bénédiction de Lumumba a laissé assassiner Lumumba. Donc, ils n'avaient plus confiance à la MONUC. Mais la MONUC aussi, après avoir fait 3 ans, 4 ans au Congo et voulait partir, il fallait qu'ils puissent laisser au Congo un semblant d'État géré par les politiciens. Donc, après la constitution de 1964 de Luabourg, il faut trouver une solution. Le Premier ministre Adoula démissionne. Mobutu et le groupe d'Mbinza se décident d'appeler Moïse Tshombe, qui était en exil, parce que après la sécession katangaise qui a terminé en 1963, Moïse Tshombe est allé en exil avec beaucoup d'argent. Il était l'homme le plus riche alors. Alors, comme on ne pouvait pas finir avec les sécessions, notamment avec les Lumumbistes, on va appeler Moïse Tshombe. Moïse Tshombe revient, mais il ne revient pas seul. Il revient avec les mercenaires, il revient avec de l'argent. Malheureusement, Moïse Tshombe a aussi entre ses mains le sang de Lumumba. Les Lumumbistes refusent de participer à son gouvernement, notamment puisque Moïse Tshombe nomme dans son gouvernement, qui s'appelait le gouvernement de salut public, qui n'avait eu que 11 ministres. Et souvenez-vous que pendant la conférence nationale souveraine, Etienne Tshisekedi avait aussi, le gouvernement d'Etienne Tshisekedi s'appelait aussi le gouvernement de salut public, qui avait aussi, je crois, 13 membres. Donc c'était l'histoire qui s'est répétée. Alors, lorsque les Lumumbi se trouvent que Tshombe a mis dans son gouvernement Godefroid Munongo et tous ceux qui ont le sang de Lumumba, ils ont refusé de participer à ce gouvernement. Donc, le chaos politique est encore revenu. Mais, comme Tshombe avait l'argent et les mercenaires, ils ont effectivement terminé l'histoire des Lumumbistes, ils ont envahi dans les villes, comme on le sait, mais politiquement, le problème n'avait pas eu de solution. Donc maintenant qu'on avait terminé les guerres dans les provinces, la guerre était devenue dans la capitale. On a eu les élections en 1965, au mois de février-mars. Ces élections-là ont été remportées par la CONACO, qui était la Confédération nationale congolaise créée par Moïse Tshombe. Mais n'oubliez pas, il y a une guerre au sommet de l'État, parce que Kasavubu, lui, veut demeurer chef d'État. Mais Tshombe qui a l'argent, Tshombe qui a sécurisé le pays, Tshombe qui a les mercenaires, lui aussi veut devenir chef d'État. Surtout qu'il a gagné, il a remporté les élections. Alors, le président Kasavubu va commettre encore une autre erreur, c'est qu'au mois de septembre, au lieu de nommer Tshombe qui avait la majorité au Parlement et au Sénat, Premier ministre comme le voulait la nouvelle constitution, non, il va diviser pour régner, il va chercher Évariste Kimba. Évariste Kimba, dans le gouvernement sécessionniste de Tshombe, quand il était au Katanga, il était ministre de Tshombe. Il est aussi du Katanga comme Tshombe. Il est aussi du même parti que Tshombe. Donc lorsque vous voyez la situation que nous avons actuellement où on démasque les gens de l'UDPS pour devenir Premier ministre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mobutu, et là je fais une parenthèse pour dire que Mobutu va finir de la même chose parce qu'il va commettre les mêmes erreurs commises par les politiciens en 60. On va revenir. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On nomme Kimba Premier ministre. Kimba va au Parlement, comme actuellement. Kimba n'a pas la part du Parlement. Donc, le président Kasavubu le nomme encore pour la deuxième fois. Il persiste. Il rentre au Parlement, non, on ne l'accepte pas. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a un chaos politique. Donc on revient au chaos politique. Et rappelez-vous, j'ai dit, lorsque le politique échoue, ce sont les militaires qui prennent les choses en main. Donc on arrive au lendemain du 24 novembre 1965. C'est un chaos parce que le président Kasavubu se prépare à mettre le Parlement et le Sénat en congé encore. Comme ça, lui peut légiférer par décret présidentiel. En fait, une dictature. C'est à ce moment-là que le jeune Joseph Désiré, qui est devenu fort, qui a le soutien surtout de l'ONU, dont un des officiers qui est marocain,
est devenu son conseiller. Les Belges qui étaient partis aussi sont revenus, deviennent aussi les conseillers de Mobutu. On lui dit, mais ça, il faut en profiter. Et n'oubliez pas qu'on venait d'inaugurer avec le premier coup d'État en Afrique en 1963, avec le militaire Eyadema qui a fait le coup d'État, qui a assassiné le président Gilles Christ Olympio. Donc les militaires commencent, et Eyadema lui-même n'était qu'un sergent. Donc maintenant, ça commence à naître dans la tête des militaires comme lorsque les politiciens ne s'entendent, il faut prendre les choses en main. Donc voilà les péripéties qui amènent à ce que le 24 novembre 1965, Mobutu réunit dans le plus grand secret les militaires et Kasavubu et Tshombe qui étaient dans cette guerre politique n'ont pas compris que Mobutu réunissait tous les officiers chez lui cette nuit-là. Et donc on s'est levé le matin, non, il a fait un coup d'État. Et après la première tentative du premier coup d'État qu'il avait fait le 14 septembre 1960, cette fois-ci, en tout cas, Mobutu n'a plus lâché. En 60, rappelez-vous qu'il avait fait le coup d'État de 1960, quand on lui a posé la question, il a dit non, nous ne faisons pas un coup d'État, nous mettons le Parlement, nous mettons les politiciens en congé et qu'ils puissent s'entendre et puis ils vont revenir. Mais cette fois-ci, il n'a plus laissé les choses. Parce que tous les militaires aussi en avaient marre. Ils se disent, mais chaque fois que ça ne va pas, quand les politiciens ça ne va pas en politique avec les politiciens, ce sont les militaires qui souffrent. Parce qu'ils doivent aller soit garder la nation, soit aller combattre. Donc voilà les péripéties qui ont amené Mobutu. Le fait que les politiciens ne pouvaient pas s'entendre politiquement, le fait que les politiciens ne pouvaient pas mettre en place ce qu'ils avaient décidé eux-mêmes dans la constitution de Louisbourg, a créé ce désordre qui a fait qu'un militaire a pris le pouvoir. Voilà, ça c'est vraiment un tableau fantastique. Juste une petite question avant que je ne passe la parole à Florent. Lorsque Mobutu prend le pouvoir, et je crois que c'est une question que j'avais déjà soulevée ici, est-il à la tête de l'armée congolaise? Non, lorsqu'il prend le pouvoir cette fois-ci, voilà. Il est à la tête, mais il n'est pas le plus vieux dans l'armée. Voilà. Il y a par exemple le général, le colonel Bobozo. Il y a le colonel, par exemple, Bosango, qui était ses aînés. Mais Mobutu était courageux. De tous, Mobutu était intelligent. Il était un peu malin. Et puis n'oubliez pas que Mobutu, lorsqu'on arrive à la table ronde de Bruxelles, Mobutu avait déjà été recruté par la CIA et les services de sécurité belges. Mobutu lisait beaucoup. C'est un journaliste, c'est d'ailleurs comme ça qu'il va entrer dans le parti politique dans le MLC de Lumumba. C'est comme ça que donc il est intelligent, il voit, il comprend, il est aussi philo. Parce que Paul Maurice dit à Lumumba que faites attention avec ces jeunes hommes-là. Même Kamitel, quand ils arrivent à la table ronde économique qui a eu après la table ronde politique, les politiciens ont desséché la table ronde économique. Donc, ils se sont retrouvés là. Quand Kamitel voit que dans la délégation des MLC, il y a le jeune Mobutu, non, il a refusé. Donc, et tous ont dit, ils ont vu déjà que ce jeune homme-là était un peu philo. Voilà. Donc, il attendait son heure. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, qu'il commençait à avoir comme conseiller le capitaine Ketani, le Marocain, le Belge aussi. Et donc, petit à petit, ces gens-là, et même Devlin, qui fut le directeur de la CIA à Kinshasa, il commence à donner des ordres à Mobutu que Mobutu devait exécuter. Et il dit même que parfois Mobutu tremblait pour prendre certains ordres. Hein. Il devait lui dire, si tu ne prends pas cet ordre, c'est toi qu'on vit. Donc vous comprenez, donc Mobutu pendant 5 ans, n'oubliez pas aussi qu'en 1962, Mobutu a été envoyé en Israël il est devenu parachutiste. N'oubliez pas aussi qu'en 1962, Mobutu va aussi rencontrer le président John Kennedy. Alors qu'il n'était encore que chef des armées. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde comprenait que celui qui maîtrise l'armée au Congo, celui-là va maîtriser le pouvoir. Donc voilà comment est-ce que Mobutu, qui n'était pas le plus vieux, mais qui était peut-être le plus intelligent, et puis Mobutu, il est malin. Quand il prend le pouvoir, il ne commet pas l'erreur commise par tous les politiciens. Quand tous les politiciens prennent le pouvoir, jusqu'à Kabila père, ils mettent le Parlement et le Sénat en congé. Mobutu n'a pas fait ça. Quand il a pris le pouvoir, il appelle le président du Sénat
Mudingai, il appelle le président du Parlement, Kimpiobi. Il dit non, moi je prends le pouvoir, appelez les deux chambres pour que je vienne, que vous puissiez me donner le pouvoir. Donc, il est malin. Alors que quand Mouzé le roi Désiré Kabila est arrivé, il a usurpé. Oui, il n'avait ni parlement ni pouvoir. Donc, mais comment est-ce que vous allez gérer légitimer votre pouvoir. Oui, légitimer votre pouvoir. Et Mobutu va même plus loin. Dans son premier gouvernement, il nomme effectivement le général Moulamba comme Premier ministre, mais il rentre au Parlement, il demande à ce que les parlementaires puissent lui donner des ministres. C'est comme ça que les Tshisekedi, les Singaudou et le reste vont devenir ministres. Donc il reçoit la coopération des deux chambres. Il reçoit la coopération des deux chambres. Donc voilà, il n'était pas si sot. Il a vu les erreurs des politiciens et il en a profité. D'accord. C'est intéressant, Dr Florent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur cette histoire de comment est-ce que Mobutu arrive au pouvoir? Bon, Norbert a presque tout dit. Je voulais ajouter peut-être deux choses. Okay. La première chose, Norbert a parlé de ça, mais il n'a pas vraiment bien élaboré plus. Comme je vais ajouter quelque chose comme j'aurais voulu qu'il le fasse, parce que je sais que ce sont ses dossiers, il connaît ça très bien. C'est l'impact des CIA et des services secrets belges dans la naissance du gouvernement de Mobutu. Le premier coup d'État. C'est un élément très important parce que ça va avoir un impact sur le fonctionnement du pays après et même ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, lorsque Mobutu a été beaucoup influencé, ou je peux même dire que la CIA et les services secrets belges étaient vraiment dans le complot des dieux pour faire partie du gouvernement qui était en place. Et ils ont essayé d'encourager Mobutu et même de le pousser comme Norbert a dit, et ils ont amené l'argent. Ils ont amené l'argent pour que Mobutu puisse corrompre les politiciens de cette époque et qu'ils puissent corrompre les chefs coutumiers et les militaires pour qu'ils puissent, dans leur groupe de Binza, pour qu'ils puissent réussir leur coup. C'est très important parce que le commencement de l'affaire Mobutu à la tête du pays a commencé par la corruption. Et vous savez, si vous suivez le film Mobutu, roi du Zaïre, Mobutu un jour disait ceci: la corruption, c'est vous qui nous les avez amenés. Nous ne connaissions pas la corruption, c'est vous qui avez amené la corruption. En fait, il était vrai. Il voulait simplement dire que quand nous avions des désordres, vous avez amené l'argent pour que je puisse corrompre les politiciens. Il y a même un document de câble des Américains qui plus tard commence à se demander: Mobutu continue à utiliser l'argent du pays pour corrompre les dignitaires, les officiels du pays. Est-ce qu'il va finalement comprendre un jour que l'argent du pays ne se gère pas comme ça? C'est très important. Le régime de Mobutu, depuis 1965, est né dans la corruption, et cette corruption a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça sera très important, on va en parler. Et Devlin aussi fait allusion à cela. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est le fait que, comme Norbert a dit, Mobutu était très malin et très malin. D'ailleurs, même le jour le 24 novembre, ce n'est même pas lui qui est passé à la radio pour annoncer que nous avons fait un coup d'État. C'était, je crois, l'ONO qui s'appelait, un lieutenant, qui... Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? À 5 h du matin, la radio de Léopoldville, a cessé les émissions. On a commencé avec les chansons des militaires. Et à 5 h 30, le lieutenant Lono passe à la radio pour dire que l'ANC, l'armée nationale congolaise, a pris le pouvoir. Et même le même jour, je crois, quelques heures après ou quelques jours après, un autre, lui je crois, était colonel, Malila est parti apporter la lettre à Kassavogo pour dire: écoutez, vous êtes démis de vos fonctions. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Une autre chose que je voulais dire qui est aussi très importante, parce que ça va beaucoup marquer l'histoire du pays, c'est le fait que, comme Norbert a dit, lorsque le général Moulamba a été nommé Premier ministre de Mobutu, Tshisekedi était là, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Voilà, c'était très important de le mentionner parce qu'il va être beaucoup impliqué comme ministre des Affaires intérieures dans ce qui va se passer après. Voilà. C'est tout ce que j'avais ajouté, Norbert a tout dit. Voilà. Mais non, je voulais juste ajouter une toute petite chose aussi. Nous avons, comme Norbert a dit, Mobutu n'a jamais vraiment suivi une carrière militaire normale. Il a sauté des grades. Et une chose qui est très importante, Mobutu n'a jamais été dans une académie militaire. Il n'a jamais suivi une vraie formation qui pouvait faire qu'il soit maréchal du pays. Et vous allez voir que dans l'histoire du pays, la plupart des temps, quand il y avait des guerres au pays, il n'y avait pas une bonne stratégie. L'armée congolaise a été toujours appuyée par d'autres armées. Parce qu'il était dirigé par quelqu'un qui n'avait pas les capacités des militaires de diriger une armée. Il n'avait jamais étudié la stratégie militaire, il n'a jamais été dans l'académie militaire.
Donc tout cela aura un impact très important dans le fonctionnement du Congo. Et Ndele, si vous suivez l'enquête belge des Belges sur l'assassinat de Lumumba, vous allez voir quelqu'un, Ndele, qui dit « Moi, quand on m'a nommé, je venais juste de l'université, je ne connaissais absolument rien. » Il dit « Imaginez, vous sortez de l'université et on vous met à gérer les finances d'un pays. » Donc, il y avait cette relation qui manquait entre formation intellectuelle, compétences et attribution des postes. Et cela va continuer même à l'époque de Mobutu, où les gens étaient nommés à ce qu'on disait, pas l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Voilà. C'est tout ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup, Dr Florent. Je crois que les bien-aimés qui nous suivent depuis leur maison sont édifiés. Nous sommes en train de parler de l'impact des années Mobutu à la situation politique actuelle. Comment est-ce que la gestion de la chose publique lors du règne du président Mobutu a influencé le comportement politique d'aujourd'hui. Et ce sont je ne dirais pas des révélations, mais des rappels historiques très importants qui nous permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je constate quand même, et ça je voudrais le dire à mes interlocuteurs, parce que là bientôt nous allons prendre une pause, je constate quand même que, quand bien même que l'historien Norbert a dit que l'histoire est cyclique, je constate qu'à cette époque, il y avait une sorte d'indépendance des chefs des armées par rapport aux chefs politiques. Oui, disons, une certaine indépendance, voilà. Il faut le dire, parce que... sinon, ils ne se seraient pas révoltés contre les chefs politiques. Donc, les chefs des armées, voilà. L'armée que nous avions en 1960 vient de la force publique. C'est l'armée qui a été mise en place par Léopold II, où le militaire doit respecter le politique. C'est l'administration, c'est l'administratif, c'est le politique qui décide. Et le militaire recevait des ordres. Et c'est comme ça d'ailleurs, lorsqu'on a attaqué le général Janssens, quand il a écrit sur les tableaux avant indépendance, après indépendance, le général Janssens a dit non. Lui, sa phrase-là voulait dire, pour ce qui est de la discipline militaire, hein, avant indépendance égale après indépendance, c'est-à-dire que les militaires doivent rester dans leur discipline, d'être dans les casernes, d'attendre à ce que le politicien puisse leur donner des ordres et de ne pas faire de la politique. Donc c'était comme ça. Donc notre armée, jusqu'à pratiquement 1965, on est resté dans cette... Même quand vous voyez des vieux généraux comme le général Bosango, que j'ai eu le temps de rencontrer, le général Bobozo et le reste, ils sont restés avec cet esprit-là d'avoir été formés comme militaires, hein, en train de respecter le politique. Mais en train de respecter non pas seulement le politique, mais la chose publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque le militaire trouve que le politique, ou comme ils disent, les bas civils, ça brouille, ils mettent de l'ordre. Voilà. Donc ils sont là pour mettre de l'ordre à leur façon. Et donc voilà un peu, c'est la situation qu'on avait en ce moment-là. Docteur, on avait une armée apolitique, où les militaires étaient capables de décider sans influence politique. Bon, Norbert a dit cela très bien. On a toujours eu des discussions sur ce que Janssen voulait dire. Janssen, comme Norbert a dit, voulait vraiment que les choses puissent se passer dans les termes du respect des politiciens. Si vous regardez le documentaire, un documentaire que je cherche toujours, que j'avais vu il y a plusieurs années, intitulé Le Paris congolais. Mobutu voulait toujours que les politiciens puissent diriger le pays. En tout cas, jusqu'à vraiment quand il était poussé presque au pied du mur. Quand il a fait son coup d'État, le premier coup d'État de septembre 60, des années 60, il a voulu que les politiciens puissent se réconcilier et trouver un terrain d'entente. Mais malheureusement, les politiciens ne s'entendaient toujours pas. Alors il a dit, écoutez, nous les pémbénisons, c'était le mot qu'on utilisait, pémbéniser, les mettre pas en côté, mais il voulait toujours que les politiciens s'entendent. Donc l'armée à cette époque-là, d'ailleurs j'en profite pour dire que lorsque Mobutu a fait son coup d'État en 65, tout le monde était content. En tout cas, le pays... C'était toujours une décision, j'ai dit ça toujours quand j'ai discuté avec les gens qui sont supporters de Mobutu. C'était un geste qui était salué et c'était salvateur pour le pays à cette époque-là. Voilà. Oui. Donc c'était une chose qui devrait arriver et c'est arrivé.
Bon, c'est vrai qu'après, les choses ont mal tourné, mais l'acte de soi était un bon acte. Il ne faut même pas oublier que ce soir-là du coup d'État, le cardinal, l'évêque de Kinshasa en ce moment-là, le futur cardinal Malula, a dit une messe d'action de grâce le soir du 24 pour remercier Dieu. On a chanté le Te Deum pour remercier pour ce coup d'État parce que en fait la situation entre 60 et 65 était une situation politiquement chaotique. Donc les gens en avaient marre. On ne voyait plus là où les politiciens amenaient le pays. On ne comprenait plus rien. Alors les gens disent, bon, donc tout le monde était là. Ça donnait l'impression que les gens étaient là en train d'attendre que le coup d'État va venir où voilà. Et donc Mobutu vient comme un sauveur. Et on va prendre une pause. Et lorsque nous revenons, nous voulons parler des éléments qui ont caractérisé le règne de Mobutu. Lorsque nous parlons de Mobutu et de son règne, quels sont les éléments principaux qui ont caractérisé ces règnes? Restez branchés, nous revenons dans quelques minutes. Merci de nous rejoindre pour ceux qui sont venus en retard. C'est l'émission Le Congo aujourd'hui. Nous décortiquons le passé et le présent pour tirer des leçons qui peuvent servir à construire un pays prospère au centre de l'Afrique. Et ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de parler de l'impact, de l'influence de la gestion politique de Mobutu à la vie politique actuelle. Et la question que nous voulons poser maintenant au Dr Florent, c'est de savoir quels sont les grands éléments qui ont caractérisé le régime du président Mobutu Sese Seko. Nous commençons par son installation, nous parlons de son apogée et de son déclin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des 32 ans de Mobutu? Merci beaucoup, Gilles. Voilà. Pour mieux définir vraiment ou mieux caractériser le régime de Mobutu, il faudrait depuis son installation, son apogée ou quand le régime était vraiment bien en place et son déclin, il faudrait peut-être voir ça sous différents angles. Donc je vais voir ça d'abord sur le point de vue de la politique, ok? Ensuite je vais essayer d'analyser cela sur le point de vue de la sécurité de la défense, et puis je vais parler de l'économie et des finances. Et puis je vais définir cela sur le point de vue et social et socioculturel. C'est très important. Okay? D'abord sur le point de vue de la politique, le régime de Mobutu a été caractérisé par une croissance à petits pas vers une dictature. On va voir ça depuis que Mobutu a fait son coup d'État. La plupart des décisions qu'il prenait étaient toutes orientées vers la conservation du pouvoir, vers un seul homme. Vous savez, le pouvoir, c'est une balance de force entre l'exécutif, le législatif et les judiciaires au milieu. Et le pouvoir est surtout balancé par des membres du Parlement, par les syndicats, par les associations de ce qu'on appelle chez nous généralement société civile, ce qui n'est pas une société civile, c'est pas ça la société civile, et les associations comme les associations des étudiants. Vous allez voir que dès qu'on Mobutu prend le pouvoir, la première chose qu'il commence à prendre, les décisions qu'il prend, par exemple, il change la constitution du pays. En 67, on a vu cela, il a commencé par changer la constitution du pays. On venait de la constitution de Louabourg qui garantissait une certaine autonomie des provinces, en fait c'était des États, c'était un État fédéral. Mobutu va essayer de centraliser, réduire les provinces comme Norbert appelle ça, moi j'appelle ça toujours des provinces. Voilà, à réduire le nombre de provinces. Et après une décision où les gouverneurs n'étaient plus des gens qui avaient l'autonomie des provinces, c'était devenu des simples administrateurs qui pouvaient changer comme ils le voulaient. Donc il a saisi le pouvoir des provinces comme autonomie vers lui-même. Et il a fait aussi de sorte que le Parlement vers la fin était sous son contrôle.
le conseil exécutif, donc toutes les décisions qui ont suivi Mobutu. Il a aboli les syndicats après, il a aboli les associations des étudiants comme l'IGEC, il a créé la GMPR, donc toutes les décisions que Mobutu prenait jusqu'à la création du parti-État ont été dans le sens de conservation du pouvoir par un seul homme. Il contrôlait donc les 3 éléments du pouvoir comme nous le savons. L'INTESA est créé, GMPR est créé, le MPR, le parti-État, et même sur le plan de l'armée, il contrôlait tout le monde. Ça, c'est sur le point de vue politique. Okay? Je parle du début et de quand vraiment il est arrivé à son apogée. Je vais parler un peu du déclin plus tard. Sur le point de vue des finances, le régime de Mobutu a été un régime caractérisé par ce qu'on a appelé la prédation. L'économie à l'époque de Mobutu, malgré tous les plans que Mobutu avait, plan Mobutu, septennat de ceci, plan quinquennaux, la situation du pays détériorait de jour en jour. Okay? Nous sommes arrivés jusqu'à vouloir dépendre de l'ajustement structurel et ça a été un chaos terrible. Okay? Nous savons cela. Mobutu utilisait les caisses de l'État comme ses propres poches, nous savons ça. Il n'y avait pas d'orthodoxie dans la gestion financière de l'État. Et il y a eu la corruption qui a continué et nous savons tous ce qu'on appelle la kleptocratie où la corruption était devenue un système de gestion du pays. Donc l'économie aussi, nous le savons. Bon, sur le point de vue de la sécurité, Mobutu a commencé par construire, bâtir une grande armée. Les forces, les phases, comme on les appelait, étaient devenues une grande armée. Malgré tout les incapacités qu'on reprochait aux phases, par exemple de ne pas seules défendre l'intégrité du territoire national, les phases étaient devenues une force. Tellement forte que nos militaires étaient appelés à même défendre le pays, par exemple au Tchad. Quand il y avait la prise de la bande d'Aouzou, nous avons vu les militaires congolais aller participer à l'opération française de maintien de paix et de récupération de cette bande d'Aouzou. Et l'armée congolaise commençait à former certains militaires. On a vu former des commandos du Tchad, même des Rwandais sont venus suivre la formation chez nous. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment à l'apogée de l'armée congolaise. C'était une armée respectée à travers le monde. J'ai même suivi une interview de Museveni. Museveni a un jour dit ceci, quand ils cherchaient à prendre le pouvoir, ils avaient peur seulement de Mobutu, de l'armée de Mobutu. Ils avaient peur que l'armée de Mobutu puisse intervenir. Ça c'est sur le point de vue militaire. Donc une armée bien structurée et au début. Voilà. Alors sur le point de vue social, d'abord socio-culturel, le régime de Mobutu a été marqué par l'authenticité, les changements de nom des gens, et nous savons cela très bien. Okay? Donc ça c'était les grands éléments. Okay? D'ailleurs j'ai oublié une chose quand je voulais parler de l'économie, il y a eu aussi des faits négatifs comme la zaïréanisation, voilà, qui a été aussi très important. Je pense qu'on va un peu revenir sur cela. Sur le plan culturel, c'était l'authenticité qui était, en fait, Mobutu est parti en Chine. Il a visité Chine, Corée du Nord. Il est revenu, il a vu ce qu'il a vu là-bas, là beaucoup marqué. Il est venu, il voulait introduire ça chez nous. Il voulait introduire un peu cet aspect culturel. En fait, Mobutu avait une idée du fait que si nous étions des aliénés, comme il l'appelle, il n'avait peut-être pas tort parce qu'il y avait beaucoup d'Africanistes à cette époque qui pensaient la même chose. Alors il a amené l'authenticité sur le point de vue culturel. Sur le point de vue social, nous savons qu'il y a eu le fait que le pays ne marchait pas économiquement. Les masses populaires ont commencé à souffrir. Il y a eu une pauvreté qui était de plus en plus grandissante. Bon voilà, ça c'est en gros les éléments qui ont caractérisé le régime de Mobutu alors qu'il était fort. Vers sa fin, nous le savons, l'armée n'était plus disciplinée parce que souvent les militaires ne recevaient pas leur solde comme il fallait. Leur solde était devenu des soldes de pitance. Nous avons connu des pillages, nous avons connu des troubles, je ne peux pas appeler ça des rébellions. La guerre du Shaba, Shaba 1, Shaba 2, et l'armée de Mobutu. Mobutu qui avait le souci de faire qu'il y ait ce qu'il appelait, disons, l'équilibre régional, et s'est replié vers les membres de sa tribu, les Ngwandi, les Ngwaka, formaient finalement le cercle militaire autour de lui. Et l'armée est devenue de plus en plus une armée affaiblie, et le pays qui allait de plus en plus économiquement très faible a amené à ce que
en 99, c'était en 1991, Mobutu va venir avec des changements qui ont finalement occasionné la guerre et le multipartisme vers la fin. L'autre élément qui est très important sur le plan politique, je vais revenir sur cela, c'est que ça, ça fait partie du déclin de Mobutu. C'était la lettre de 13 parlementaires. En 80, 13 parlementaires se retrouvent écrire une lettre à Mobutu. Mobutu avait une idée paternaliste de la gestion du pays. Pour lui, écrire la contestation n'était pas vraiment acceptable. Que 13 parlementaires se mettent à écrire une lettre, il a pris ça comme un affront. Mobutu ne voulait jamais qu'on puisse le contester. On va par exemple le voir en 69, quand les étudiants de l'UGEC et d'autres associations des étudiants ont fait leur manifestation. Les types qui étaient pris pour les meneurs, Kandolo, François Kandolo, je crois qu'il s'appelait, a été condamné à 20 ans de prison. Et le deuxième à 10 ans de prison. Et quand les Tshisekedi ont écrit leurs lettres, et on a vu toutes les sanctions qu'ils ont eues de la part de Mobutu. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en gros, les éléments qui ont caractérisé le régime de Mobutu. Donc, je reviens encore et je résume cela. Il y a eu ce qu'on appelle la kleptocratie, c'est-à-dire la corruption comme mode de gestion du pays. Il y a eu ce qu'on appelait le népotisme, c'est le fait que Mobutu donnait des postes aux membres de sa famille, à ses amis. Un des éléments qui est par exemple très important, au cours d'une décision de bureau politique en 1974, le ministère des Affaires sociales du pays a été donné à Maman Antoinette. Seulement par une décision comme ça, on dit voilà Maman Antoinette, vous faites bien dans les domaines d'aide à la population, on vous confie les affaires sociales du pays. Ça c'est vraiment dans une sorte de népotisme. Bon, il y a aussi cette histoire de ce qu'on appelle le clientélisme, c'est-à-dire c'est le fait que Mobutu nommait des gens proches de lui, les membres des familles, et il avait les gens qui les glorifiaient, et en contrepartie, il leur proposait des postes politiques. Ouais. Un dernier élément que je vais ajouter, c'est le fait que Mobutu, quand il était au pouvoir dans son apogée, avait la tendance de changer de gouvernement. Presque tous les 6 mois. Nous savons, les commissaires d'État, comment il est changé tout le temps dans la gestion générale du pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est un long voyage, 32 ans. Résumer le règne de Mobutu. Nous avons retenu beaucoup d'éléments. Je vais revenir sur Norbert, ajouter encore d'autres éléments qui caractérisent le règne de Mobutu pendant 32 ans. Oui, pour comprendre ce qui est arrive avec Mobutu, il faut rappelez-vous, j'ai dit tout au début que l'histoire est faite parfois de répétitions. On a eu la première guerre mondiale de 14-18, ça n'a pas empêché 20 ans après d'avoir une seconde guerre mondiale qui était plus catastrophique. Et dans l'histoire des nations, la première république, c'était la République romaine. La République romaine est venue après la royauté. La royauté, c'est le pouvoir entre les mains d'un seul homme, entre les mains des aristocrates. Avec la République, c'est le petit peuple qui commence à voter des lois. Mais ça n'a pas empêché, avec Jules César, et notamment avec César Auguste, que la République romaine rentre dans l'Empire romain, qui était devenu une nouvelle dictature. Donc voilà comment est-ce qu'on a fait un cercle vicieux. Donc on peut passer ainsi de la République à la dictature, à une autre forme de dictature. Et Mobutu a évolué comme ça. Et pour comprendre ça, c'est que lorsqu'on parle des gestionnaires de la République, les Romains qui ont créé la République, la démocratie, ils l'ont copié des Grecs, mais eux qui ont mis la res publica, la chose publique, c'est-à-dire comment faire pour que ce qui appartient à tous appartienne à tout le monde. Ils ont mis en place ce qu'on appelle les notions de cursus honorum. C'est-à-dire que si vous devez devenir questeur, il faut avoir été édile, il faut avoir été... Donc vous ne pouvez pas devenir médecin sans avoir été infirmier, sans avoir... Or, nous avons vu que le point de départ du pouvoir politique congolais, il n'y avait pas de cursus honorum. Les gens étaient bombardés de néant. Mobutu, de l'ancien sergent démobilisé à colonel-chef d'état-major, Mpolo Maurice, il prend le grade, il devient général. Et les politiciens aussi, c'est-à-dire
On a eu, depuis l'indépendance, comme l'a dit le docteur Florent, quand on fait le collège des commissaires généraux, regardez un peu les vidéos des commissaires généraux, vous allez voir les Cardozo et le reste, ils venaient de la Belgique, on les appelle pour devenir ministres, ils ne savent même pas par où commencer. Thomas Kanza dit ça dans son ouvrage, par exemple, que le premier conseil de ministre de Lumumba, le premier conseil de ministre, les gens ne savaient même pas par où commencer, par où finir. Imaginez-vous qu'ils vont prendre du temps pour décider, lorsqu'un ministre dit bonjour à un autre ministre, comment est-ce qu'il doit le dire? Quelqu'un qui n'est pas ministre, il appelle le ministre Excellence. Mais maintenant, si un ministre doit dire bonjour à son ami, il doit l'appeler comment? Excellence. Mais les gens n'avaient jamais su comment est-ce qu'on devient ministre. Le directeur de la CIA, Laurence Devlin, dit par exemple, quand le monde doit aller à New York, il dit non, il envoie quelqu'un à l'ambassade des États-Unis, il dit bon, il va avoir 50 visas. On lui dit 50 visas, pourquoi? Il dit non, je vais aller à New York. Il dit mais on ne fait pas comme ça, on s'annonce, et puis 50 visas, on doit mettre sur le passeport. Il ne savait même pas que les visas, on pose les visas sur le passeport. Vous voyez encore le débat du passeport qui revient encore maintenant. Donc on a aujourd'hui les gens qui nous gèrent, qui ne savent même pas comment est-ce que les passeports doivent s'échanger. Donc nous tombons sur ces erreurs-là. Et le vieux Jamé Koulonga, qui a voyagé sans passeport et sans visa, parce que lui était l'attaché de presse de Lumumba. Lumumba lui promettait toujours le jour qu'il allait voyager, il allait le prendre. Lumumba arrive à l'aéroport, il s'embarque, il regarde dans l'avion, son petit, il y a confiance, n'est pas là. On arrête l'avion, on ouvre l'avion, on demande à ce que le vieux Jamé Koulonga monte dans l'avion. Donc il voyage comme ça aux États-Unis sans passeport, sans visa. Parce que les gens, donc, on a eu, et moi j'appelle ça dans mon livre sur le problème congolais, et ça va se voir avec Mobutu jusqu'à sa fin. J'appelle ça la léopoldisation du Congo. C'est-à-dire qu'en 1885, lorsque nous devenons le Congo, nous devenons l'État indépendant du Congo, on prend tout un territoire comme le Congo, on le donne à un individu qui commence à en faire ce qu'il veut. Et ça continue. Donc quand Mobutu devient chef d'État, il croit que, on dit d'ailleurs le Zaï sur le Zaï de Mobutu. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Il nomme qui il veut. Donc on ne suit plus aucune réglementation, une normalisation. Alors il y a aussi un autre élément que le docteur a appuyé. Le rôle de la CIA ou le rôle de ce que on appellerait aujourd'hui la mondialisation, la déglobalisation. La mondialisation a commencé au Congo. Regardez, de tous les pays qui ont été indépendants en 1960 et après, c'est le seul pays qui, à l'indépendance, nous avons eu les délégations de tous les grands pays du monde sont arrivés. Mais tous les pays. Et ces ministres-là, ils devaient gérer. Je fais extrapoler pour dire que Thomas Kanza dit, par exemple, dans le premier gouvernement, quand on devait demander notre adhésion aux Nations Unies, ils ne savaient pas quelle est la formule qu'on utilise pour écrire à un secrétaire général des Nations Unies. Donc ils ont envoyé les gens à Brazzaville. Parce que comme Brazzaville, ils ont été colonisés par les Français, peut-être qu'ils savent quelle est la formule à utiliser pour le secrétaire général. Mais Brazzaville aussi, ils s'embrouillaient aussi. Mais Brazzaville s'est dit, comme le Congo a été indépendant avant nous, c'est sûr qu'on a su comment écrire au secrétaire général. Donc pour demander notre adhésion à l'ONU, ça s'est fait par télégramme. Parce qu'on a eu des parvenus. Donc voilà, Mobutu, tout son pouvoir va devenir un pouvoir de parvenus. Alors le pouvoir de parvenus a ceci de mauvais. D'ailleurs, et ça se vérifie quand on étudie, ceux qui ne sont pas intelligents, ils ont souvent la force. Souvent, ce sont des grands gabarits de classe. Et ceux-là, ceux qui sont intelligents, souvent parlent beaucoup. Et on sait les taire en tapant sur eux. C'est la même chose. Parce que Mobutu, l'appétit venant en mangeant, il commence à vouloir s'éterniser. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il va taire les gens qui utilisent la tête. Pourquoi? Internationalisation. J'ai dit que le premier coup d'État en Afrique a eu lieu en 1963 avec Yadema qui assassine Gilles Christ Olympio. À partir de 1965, on commence à avoir des coups d'État au Nigeria, on commence à avoir des coups d'État ci par là. Les militaires se rendent compte que nous prenons les choses en main. On va avoir à partir des années 71, 72, 73,
l'Union soviétique qui commence à faire avancer le parti unique. Donc, ça devient aussi une mycose. Tous ceux qui ont fait des coups d'État endossent le parti unique. Donc, il n'y a plus d'expression démocratique. Rappelez-vous, j'ai dit tout au début que lorsque les politiciens ne se parlent plus, lorsque les politiciens n'arrivent plus à gérer les choses, c'est l'armée qui prend les choses en main. Mais j'ai dit aussi que lorsque l'armée s'essouffle, c'est la rue qui prend. Donc Mobutu qui va gérer, qui va d'abord taire les politiciens, qui va prendre les choses en main avec l'armée. Autour des années 90, on va vivre la perestroïka qui commence avec Gorbatchev en URSS, voilà, qui démocratise pratiquement les choses. On va vivre la chute du mur de Berlin, on va vivre la libération de Nelson Mandela, on va vivre la rue qui reprend sa place parce que les politiciens ont échoué, les militaires ont échoué, la rue reprend. Et cette rue-là reprend, et regardez, on a vécu ça pratiquement partout en Afrique. Que ce soit au Mali, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit... donc, toutes ces choses-là vont faire à ce que Mobutu, qui a géré avec l'armée, il avait 35 ans en prenant le pouvoir. En 1965, en 90, il n'en avait plus 35. Il n'était plus un fantassin. Il ne pouvait plus compter sur les gens qu'il était en train d'enrôler pour dire « allez vous sacrifier pour le pays ». Donc, on a vécu, alors on a commencé un vide juridique. Un vide, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Mobutu est arrivé au pouvoir parce que Kasavubu n'avait pas respecté la Constitution, hein, qui disait qu'il faut nommer celui qui a la majorité au Parlement. Mobutu commet la même bêtise. Il ne respecte plus la Constitution. On commence à changer la Constitution au gré des vagues. Donc, ce qui fait que Mobutu n'avait même plus de fondation. Tellement, et parce que la rue a échoué, on rentre à la case de départ, ce sont les militaires qui reprennent. Donc voilà la FDL qui arrive. Et rappelez-vous, quand la FDL est arrivée, tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi parce que les politiciens ont échoué, les militaires ont échoué, Mobutu veut s'éterniser. Donc Mobutu veut s'éterniser, pourquoi? Parce qu'il a mis dans sa tête qu'il devient le Léopold II du Congo. Donc voilà un peu les quelques péripéties internationales, ce que le père Léon de Sémoulin appelle des éléments d'environnement à prendre toujours en compte. Voilà. Voilà, nous sommes en train de parler de choses très intéressantes. Nous ne voulons pas aller très vite, nous voulons vraiment demeurer... parce que c'est lorsque nous analysons le passé que nous, justement, arrivons à comprendre le présent et nous préparons un avenir prospère pour notre pays. D'accord. Et donc là, on va passer à une autre question, une question majeure. En fait, cette question, elle est même le sujet de notre émission. 32 ans de Mobutu. Quel est l'impact de ces 32 ans à la vie politique de la RDC aujourd'hui? Gilles, merci. Quand Norbert disait que Mobutu, les gens qui ont pris le pouvoir au Congo ne savaient pas par où commencer, j'avais un jour causé avec un professeur qui fut professeur à la faculté des sciences sociales à l'université de Lubumbashi. Il m'a dit un jour ceci, Mobutu les avait reçus dans le cadre de la création de l'ALENA, Ligue des États négro-africains. Mobutu voulait que les professeurs d'université puissent participer à ces projets. Alors quand le professeur lui a dit, président, vous avez mal commencé l'idée, Mobutu a dit, il faut me comprendre, vous savez, même quand j'ai fait le coup d'État de 65, je ne savais pas par où commencer. Il a dit, j'étais là en train de tourner autour de la table pendant toute la nuit et demandant par où commencer. Donc même Mobutu ne savait pas du tout par où commencer. Mais il a commencé par un septennat qui s'appelait le septennat du social. Il a aussi terminé par un autre septennat qui s'appelait le septennat du social. Donc, comme Norbert dit, éternel recommencement. Alors voilà, d'abord sur le point de vue des défenses et de la sécurité, je vais essayer un peu d'analyser un peu comme dans l'autre cas. Notre armée est une armée qui a été créée ou, je peux dire, renforcée, une sorte de création par Mobutu. Ok? Mais vers la fin de Mobutu, il a détruit un peu son propre armée. Et depuis ces jours, depuis ce temps-là, le Congo n'a jamais eu une armée capable de défendre l'intégrité territoriale du pays. Nous savons que le rôle de tout gouvernement, le premier rôle de tout gouvernement, c'est la sauvegarde de l'intégrité territoriale.
D'ailleurs, dans ces pays ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un décret sorti par la royauté qui disait que, voilà, le premier rôle du gouvernement, c'est protection of the real land, so, protection du territoire national. Donc depuis ce temps-là, le Congo n'a jamais su avoir une armée capable de protéger les biens et les citoyens, capable de défendre l'intégrité territoriale du pays. C'est un héritage de Mobutu. C'est vrai que le pouvoir actuel pouvait réformer l'armée et faire que l'armée soit compétente et efficace, mais depuis, nous n'avons jamais su arriver à ce point de vue. Sur le point de vue de l'économie, nous sommes toujours dans une situation où le pays s'est fait, l'économie, la gestion économique du pays s'est fait sans planification. C'est la même chose depuis l'époque de Mobutu. C'est vrai que Mobutu avait des plans, mais ces plans n'ont jamais été vraiment des plans bien réfléchis, et ce n'a jamais été des plans bien préparés, et ce sont des plans qui n'arrivaient pas à remplir les objectifs pour lesquels ils avaient été créés. Alors, donc nous avons toujours cette gestion économique du pays qu'on dit à vue. J'ai assisté il y a quelques années à une grande conférence qui a été organisée à Paris, en France, sur l'émergence des pays africains. Bon, au cours de cette conférence, il y avait beaucoup de gens, des professeurs d'université, des économistes, ils sont venus, ils parlaient tous, beaucoup citaient l'exemple du Rwanda comme un bon exemple, et du Congo comme le mauvais exemple, la République démocratique du Congo. Presque tous les gens qui étaient là, c'était le Congo comme le mauvais exemple, où le pays est conduit à vue. Donc, on va voir la même chose. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque Matata Ponyo était au pouvoir, j'ai eu des discussions avec certains membres de son cabinet. J'ai dit, même Matata Ponyo n'a jamais eu un vrai programme de gouvernement. Il fallait voir ça dans son site internet. D'ailleurs, ils ont même enlevé ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons Matata Ponyo. Je ne sais même pas quel est son programme de gouvernement. Il n'y a pas de programme de gouvernement adéquat pour faire avancer le pays. Il y a plusieurs raisons pour cela. Nous allons analyser ça plus tard. Alors que dans la constitution du pays, c'est normalement que le Premier ministre élu doit passer au Parlement, présenter son plan de gestion du pays. Ce n'est qu'à partir de là qu'il pourra avoir l'aval de membres du Parlement. Mais pourquoi vous liez ça avec Mobutu? Je lis ça avec Mobutu parce que la politique, vous savez, c'est comme le Robert disait, c'est comme une rivière. C'est-à-dire, les habitudes se créent. Il y a une continuité. Oui, il y a une continuité. C'est comme dans la démocratie. Quand les pouvoirs passés ont été démocratiques, ceux qui viennent après ont tendance à respecter cela parce qu'il y a des habitudes qui se créent. Alors, quand il n'y avait pas des habitudes créées pendant les 32 ans de Mobutu, il est difficile aujourd'hui, à moins que nous puissions avoir un régime qui puisse avoir une bonne volonté politique, d'avoir ces habitudes créées. Donc il n'y a pas ces habitudes et nous continuons et nous trouvons ça normal. Pourquoi la population ne s'est pas interrogée, ou les intellectuels? On voit même dans les partis politiques, on a des partis politiques qui n'ont même pas de plans. On a vu ça partout. Même quand les grands partis politiques, même quand ils étaient candidats à l'élection présidentielle, ils n'avaient pas de plan, des manifestos, comme on dit. Qu'est-ce que vous allez faire les jours que vous irez au pouvoir? Tellement que nous sommes habitués à ce que les gens n'aient pas de manifestos, des plans, de programmation clairs et nets. Si vous regardez par exemple les pays les plus sérieux, moi j'ai beaucoup de livres où les pays ont fait des planifications. J'ai cité l'exemple des Russes. Ils vont faire une planification, ils disent que voilà, nous avons un déficit en ceci, nous avons un déficit en riz, en poisson et tout cela. Voilà ce que nous allons faire pour combler ce déficit dans 2 ans, dans 3 ans. Et ils travaillent pour la réalisation de cela. Ils vont faire le bilan à partir des plans qu'ils avaient. Okay, donc, du point de vue économique, nous avons toujours cette politique-là de piloter à vue. Et du point de vue politique, nous avons toujours les mêmes pratiques de l'époque de Mobutu. La corruption, le népotisme, le clientélisme, qui continue jusqu'à aujourd'hui. On le voit. Donc, il y a eu seulement un certain changement dans la gestion du pays. La situation actuelle du pays au Congo est que le président Kabila dirige un peu comme Mobutu. Sauf que Mobutu, lui, nommait les membres du Parlement, mais le système actuel, on leur donne l'argent pour voter favorablement aux avis du président. Donc, l'appareil judiciaire est toujours contrôlé par le pouvoir. Donc, nous sommes toujours dans un système dictatorial qui ne dit peut-être pas son nom, mais sur le point de vue pratique, les 3 pouvoirs sont toujours dans les mains d'une seule personne. Et le malheur de tout cela, c'est que même les gens qui sont à l'opposition, quand vous les voyez, pourquoi ils changent de camp? C'est parce qu'ils sont des gens qui attendent leur tour du gâteau. Donc c'est comme s'ils sont là, nous aussi nous allons à la mangeoire. Nous attendons c'est notre tour. Voilà pourquoi ils aiment les dialogues. En fait, les dialogues, ce sont des redistributions de rôles.
Maintenant, toi, tu vas à côté, on prend l'autre. Et tous, la grande majorité d'eux, sont conscients que moi aussi, j'ai la chance d'avoir part au gâteau. Donc, ils participent tous à ces tirages au sort qui sont les dialogues. OK? Donc, nous avons cette histoire-là de la corruption, du népotisme, comme j'ai dit. Et l'autre point qui est très important, c'est le point de vue de... J'ai parlé de séparation du pouvoir. C'est le fait que le pays n'a pas toujours, n'est toujours pas devenu cette démocratie que nous voulions. Ça vient de Mobutu, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et un point très important que je vais mettre un peu à part, je mets ça sur le point de vue social et culturel, c'est l'éducation. J'ai parlé au début de cette émission que détruire un pays, il faut que vous détruisez l'éducation. Voilà. Mobutu c'est un type controversé et contradictoire. Il faisait un pas dans la bonne direction, deux pas dans la mauvaise direction. Pendant l'époque de Mobutu, on a construit beaucoup d'écoles. Un jour, j'avais une discussion avec Norbert, on a parlé de financement. Norbert m'a dit que c'était le financement de l'UNESCO. Mais au moins, nous avons vu des écoles, beaucoup d'écoles, des instituts supérieurs créés pendant l'époque de Mobutu. Mais seulement, c'est lui-même qui a vraiment coincé le budget de l'éducation, de façon qu'il y avait des années où, alors que lui recevait à peu près jusqu'à presque 20% du budget national était en forme de dotation présidentielle, les budgets de l'éducation étaient moins de 1%. Cela fait que le pays n'a pas su suivre sur l'éducation. Et vous voyez même aujourd'hui, lorsque vous avez des débats avec des gens qui ont des diplômes de l'Université du Congo, vous vous demandez vraiment s'ils ont été à l'université. Et quand vous voyez même les gens, quand vous parlez des élèves qui sont en 6e année primaire, aujourd'hui, vous avez l'impression que le pays, sur le point de vue de l'éducation, a vraiment régressé. Et c'est là, c'est une chose qui date de la Deuxième République et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est le point de vue fondamental du décadence de la Deuxième République et c'est l'impact aujourd'hui, c'est l'éducation. Nous allons en parler un peu plus tard avec d'autres questions. Voilà, merci beaucoup, Dr Florent. Je crois que nous n'avons vraiment plus de temps. Peut-être pendant 2 ou 3 minutes, Norbert, si vous pouvez juste parachever ce que le docteur a dit, 2 ou 3 minutes. Oui, je crois que le docteur a raison. Le plus grand problème, c'est le problème de la planification. J'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de politiciens congolais qui viennent ici au Royaume-Uni. Si je dois le coter, il n'y en a pas un que je peux coter à 15%. Donc, parce que ici, ce sont les finances. Donc, on invite un politicien congolais, on lui dit par exemple, si demain vous devenez chef d'État, les 100 premiers jours, quelles sont les mesures financières que vous allez prendre? Mais vous sentez qu'il y a un vide. Donc, alors, le problème aujourd'hui, c'est que c'est le problème-là que j'ai dit de la léopoldisation, qui est l'angaïmanie, le bongaï, mais ça va aussi dans les partis politiques. Le parti politique copie le même parti politique du temps de Mobutu, l'Impère. Les partis politiques aujourd'hui, ce sont des substituts d'Impère. Alors que le parti politique devait être l'opposé du pouvoir. C'est-à-dire que voilà, le pouvoir actuel ne gère pas bien, mais voilà que nous, on a un plan. Donc, au lieu d'amener les individus, on amènerait plutôt des plans. Et ces plans-là, il faut, comme a dit le docteur, il faut que des intellectuels, parce qu'on a envoyé des gens étudier. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui ont étudié. On a aujourd'hui des gens qui ont vécu dans la diaspora. Ces gens-là doivent rentrer dans ces partis politiques pour non pas seulement s'opposer, pour seulement prendre le pouvoir, prendre la mangeoire, mais s'opposer avec un planning. Dire, voilà, nous, lorsque nous allons prendre le pouvoir, et rappelez-vous quand le cardinal Nussemm est arrivé ici à installer le monarque catholique, il nous a dit, revenez, le pays est en train de brûler. Effectivement, ce qu'il voulait dire, c'est quoi? C'est que, et aujourd'hui, les abbés qui ont conduit les accords de la Saint-Sylvestre nous ont dit ça. La qualité de nos politiciens est lamentablement négative au point de vue intellectuel, au point de vue moral. Donc ça devient un problème. Alors maintenant, il faut que ceux qui organisent la société civile ou ceux qui organisent les partis d'opposition puissent devenir les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs commencent en incluant dans ces partis ou dans ces mouvements des gens qui réfléchissent. Donc si notre gouvernement, comme le docteur a dit, notre premier ministre, s'il n'a pas de planning, alors il faut que l'opposition qui combat le premier ministre ou qui combat le chef d'État se présente et auprès du peuple et auprès de l'international avec un planning, ce qu'on n'a pas. Je vais arrêter par exemple avec l'exemple du Cuba.
Vous savez, au temps du Fidel Castro jusqu'alors, avant les élections au Cuba, chaque député, quand vous allez pour votre campagne, vous mettez un papier, deux papiers A4. Vous dites, si je suis élu, voilà ce que je vais faire. Et si je n'atteins pas ce que je vais faire, voilà les sanctions que vous allez me prendre. Donc, prendre à mon nom. Donc, les députés et les gens sont en train de les regarder. Quand vous êtes au pouvoir, on vous évalue. Malheureusement, nous, aujourd'hui, on rentre dans nos partis politiques qui sont des partis politiques un peu partis État, bis. Voilà, merci beaucoup à tous nos internautes. Cette émission ne s'est pas complètement terminée. Nous allons revenir, il y a tellement de questions. Nous sommes en train de parler de l'héritage politique de Reine de Mobutu sur le comportement politique actuel. Et je crois que nos invités ont été clairs pour nous faire comprendre que l'histoire, elle est cyclique. Les choses qui se sont passées avant peuvent se répéter si les gens ne se mettent pas ensemble pour pouvoir les étudier et savoir comment les éviter. Et justement, le Congo aujourd'hui est cette émission qui décortique le passé, le présent et propose de voies de sortie pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Je dis merci à mes invités et je crois vous revoir encore bientôt et nous saluons nos internautes. Bonsoir. Bonsoir.